Comment on fait? Oh bah c'est de la merde, hein. On se fait des passeports et puis moi je fais un passeport pour Toronto au Canada, tu vois. Au Québec. Hein, bah oui. Apparemment, le Québec, c'est une sorte d'havre de paix, c'est le paradis sur Terre, donc on peut y aller comme on veut, apparemment. Pas un spécialiste politique. En tout cas, je voulais clore un peu le live avec ce magnifique compte Twitter, Before Sharia spoiled everything, avant que la charia ne gâche tout. Donc là, c'est le fameux discours de Nasser, hein, Gamal al-Nasser, en 58, qui parlait de sa rencontre avec le chef des frères musulmans. On y va. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين. En 53, on voulait faire une sorte de compromis, de trêve avec les frères musulmans. على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. Ils acceptaient d'agir de la bonne manière. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين. Il s'est rencontré le chef, la tête pensante des frères musulmans de l'époque. وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ Il s'est assis, il m'a exigé certaines requêtes. أول حاجة قال لي. Qu'a-t-il demandé? حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر. Il a dit ma première requête c'est que tu dois rendre obligatoire le hijab donc en Égypte. وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. Donc et tu dois laisser chaque femme et tu dois en gros empêcher, enfin tu dois exiger que toutes les femmes qui s'habillent dans le shari'a, dans la rue, s'habillent de tarha, donc c'est un mot arabe pour le foulard, comme africain. الشارع تلبس طرح. Attends, Abou Ijra, tu te rends compte, c'est la première demande. C'est la number one. C'est voiler les femmes. D'où l'importance de tous les lives. Ça parle même pas. Oui, exactement. Ça parle. Il n'a même pas demandé de construire plus de mosquées, de faire. Non. Voile, direct. Voile les femmes. C'est le numéro 1. Voilà, de Allah. Allah en premier, ce qu'il veut, c'est voiler la femme. C'est ça. Tout. C'est vraiment le top du top. كل واحدة تمشي. Il a dit chaque femme, genre il n'y a pas d'exception, chaque femme qui marche dans la rue, chaque. Abou Ijra. Ouais. Tu vois quand même, les gens, ils prenaient pas ça au sérieux, hein, ça paraissait surréaliste à cette époque-là. Oui, ils sont en train de crier derrière lui, ouais, pourquoi, voilà. Ils sont pas contents. Pas contents. Même j'ai entendu des rires, moi. Ça rigolait, hein. Oui, il y en a qui crient, il y en a qui rigolent, il y en a qui se moquent. Et là, entre parenthèses, ça c'est quelqu'un du public qui a dit « Let him wear it ». Ça veut dire qu'il aille le porter. Laissez-le le porter, ce voilà quand même. Ah, Gamal qui rigole, il sourit. Ah, Nasser, il sourit. Il ne peut pas trop sourire parce que c'est la belle abadila, il est trop intense. Tu vois, il ne peut pas s'empêcher, mais il ne peut pas trop sourire. Il est pas bien. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. Cette anecdote, elle est sombre. Là, il est en train de dire, si jamais je fais appliquer cette loi, on va revenir à l'époque du calife, Al-Hakim bi Amrillah, le calife fou, le calife maghrébin fou, qui te butait des chiens dans le cœur, qui te ramenait Mas'oud. Hein, il te ramenait un esclave. Ah oui, c'est bon. Il te ramenait un esclave, il allait chez les commerçants, voilà. Et eux, dans les textes, appelés esclaves de couleur noire. Voilà, donc il doit être issu peut-être d'Éthiopie ou du Soudan. Hein? Qu'à l'époque, la traite négrière était pas transatlantique
mettait transaérienne. Et qu'est-ce qui se passait? Hein? Il obligeait son esclave à pénétrer. Et l'anecdote, elle est sur notre chaîne YouTube. Vous verrez la hein? Des commerçants qui faisaient de la contrebande, de la contrefaçon. Voilà. Il disait, je te punis en te violant. Ce calife, c'est ce qu'on appelle avec le calife. Al-Hakim bin Amrillah. Oui, et tu vois, donc là, on parle pas de, tu vois, c'était président Nasser, il fait la Behdila, et pourtant. Il devait être content, l'esclave. Il devait choisir un esclave qui aimait ça, quoi. Il s'appelait Masouda, je pense pas, non. Et c'est le calife, parce qu'en fait, ce qu'il faisait, un jour, il te construit une synagogue, enfin, des synagogues et des églises, pour montrer qu'il est gentil envers les chrétiens et les juifs. Et genre, un an après, il te fait un génocide. Il te bute des 200, 300 jeunes chrétiens et jeunes juifs parce qu'il a décidé que c'était trop bon. Il se trouve encore, un truc comme ça. Un jour, il est très sympa et tout. Là, il va récompenser ses ministres et le lendemain, il fait une réforme du gouvernement, mais pas comme Macron. Voilà, normal, juste il les vire. Il était bipolaire. Il était bipolaire, un truc comme ça, quoi. C'était un vrai psychopathe, exactement. Et donc, il te dit, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Là, Nasser, il dit quoi? Il dit, il interdisait aux gens de marcher la journée et il les autorisait de marcher que la nuit. Le mec, il t'interdit de marcher la journée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Un calife, il te dit, vouloir mettre le hijab aux femmes, c'est comme faire comme le calife. Ouais. Et les gens, ils rigolent parce qu'ils savent que le calife était fou. C'est un psychopathe, un taré. Et on a fait un live sur lui, le Hakim bin Amrillah. Voilà, on a parlé de lui. Si vous voulez, je peux rapidement vous montrer le mec qu'il a fait. Rapidement, tac, tac, tac. Voilà, Al-Hakim bin Amrillah, c'est lui. Voilà, on a une photo de lui ici. Ce mec-là. Moi, il me rappelle quelqu'un, mais chacun se fera son idée. On a tous compris que c'était Ruyen. Bon, bon, on continue. Et ce qui se passe, c'est que ce califou, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, il est né au Caire, donc logique, c'est un Égyptien. Donc, sa mère, elle était chrétienne, mais bon, son père, c'était l'ancien calife. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais aller directement. Donc, l'instauration d'un pouvoir par la terreur. Donc, Al-Hakim établit son pouvoir par la force. Dans les premières années de son règne, il a prétendu mater toute l'ennemi intérieur du califat pour éradiquer toute menace politique. Il procédait régulièrement à des exécutions a priori injustifiées. Vizirs, hauts fonctionnaires, simples sujets, tout le monde pouvait craindre sa sentence. La terreur s'imposait comme moyen de gouvernement. Il a même assassiné Bajrawan. Il a exécuté Fahd ibn Ibrahim. Donc c'était ses ministres, ses vizirs. L'exécution de tous les prisonniers incarcérés. Voilà. Une prison est trop remplie, il tue tout le monde. Ou par exemple, en 1909, les supplices affligés à plusieurs fonctionnaires chrétiens. Suspension par les mains. Je te suspends par ta main. Dont certains moururent. Constitue un petit échantillon exemplaire de cette politique pratiquée par le calife. Ça, c'est un petit échantillon, les gars. Voilà. Ça, le truc. C'est un psychopathe. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Après, comment il a réagi face aux révoltes? Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de se révolter. Plusieurs rébellions font date. La plus importante, c'est celle de Abu Raqwa Walid ibn Hisham, prince Omeyyad. Ce dernier s'allia aux Berbères Zennata et les partisans de Banu Qurra, opposés au calife. Il triomphe en se présentant comme l'anti-calife à la fin de l'année 1004. Al-Hakim unit les Roulan, donc les esclaves militaires Hamadis, aux Bédouins Taïts, sous le commandement d'Al-Fadl ibn Saleh pour disposer d'une armée efficace et obéissante. Saleh remporta la bataille d'Alexandrie en août 6 et Abu Raqwa fut contraint de fuir vers la Nubie. Il fut capturé puis livré par l'amir de Nubie.
l'émir de Nubie, et supplicié au Caire. Ayant vaincu les insurgés, le calife se présenta sous un jour modeste. Il s'excusa pour le grand nombre d'exécutions et pour récupérer la confiance des garnisons. Il n'avait pas le choix. Autre exemple de soulèvement problématique, la rébellion palestinienne. Le Mufarrid, le Jahrid, motivé par le vizir al-Hussein ibn Ali al-Maghribi, réfugié à la cour de son fils Hassan al-Mufarrid. Depuis l'exécution en 1909 de son père, Ali al-Maghribi, le nouvel anti-calife, le calife de la Mecque, put ainsi asseoir son pouvoir dans la région. Al-Hakim dut soudoyer Hassan qui ne soutient plus le calife. Il y a la corruption. Voilà. Donc ensuite, le début des excentricités. Il commença par arpenter les ruelles de Fustat. Fustat, c'est la première capitale arabe de l'Égypte. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc il sort, t'imagines, Macron, il sort comme ça, je sais pas, il va à Paris, le jour, la nuit, avec des gardes du corps, ses potes. Voilà. Et c'est pourquoi boutiques et maisons étaient toujours en effervescence. Parce que le calife se délectait du spectacle de scènes de lutte entre les gens du peuple, El Moussara, les bagarres, qu'il provoquait lui-même. Quand Macron, il a provoqué des bagarres. Il rentre dans des bars, dans des cafés, il provoque des bagarres. Imaginez la scène quand même. La folie. Qui se transformait en rixe meurtrière entre groupes rivaux. Il s'habitua à ce genre de pratique après la disparition de son tuteur. Une sorte de gamin capricieux. Il n'y avait pas de limite morale. C'est ça qu'il faut. Ce mec-là, c'est un véritable taré. Al-Hakim avait décrété en 1004 l'obligation pour les chrétiens de porter le zonar. Le zonar, c'est la ceinture des dhimmis. Et le turban noir. Donc c'est un autre signe distinctif des dhimmis. Il interdit la procession au rameau. C'est une pratique chrétienne à Jérusalem. Et en 1008, que sa politique religieuse prit un tournant radical. Cette année-là, il confisqua les biens aux chrétiens, des églises et des monastères d'Égypte. Voilà. Donc le waqf dans le droit islamique, c'est une donation d'utilité publique. Là, normalement, ces églises-là, ils ont été corrects sur des terres qui appartenaient aux chrétiens, que le calife avait laissé aux chrétiens puisqu'ils étaient dhimmis. Mais là, il les a confisqués. L'année 1909 vit la destruction de nombreux monastères et églises, particulièrement le monastère de Hosseir, en Égypte, et l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il a détruit l'église du Saint-Sépulcre. La destruction de ce haut lieu de la chrétienté mit un terme aux relations pacifiques entre l'Empire byzantin et Fatimide. L'empereur Basile II interdit des relations commerciales avec l'Égypte et la Syrie. Et les dhimmis se virent obligés de porter le riyad, un morceau de tissu coloré distinguant les jeunes dires des musulmans, en sus du zonar. Non seulement ils portent le turban, la ceinture et le morceau de tissu, le badge. Donc, le mec, voilà, Hitler plus. En 1010, les mesures contre l'ébriété furent renforcées. Les chants et les jeux furent prohibés. L'accès aux vin interdit aux femmes. La quantité de raisins autorisée à la vente fut limitée à 2 kg par transaction. Puis la vente de raisins fut interdite et les grandes quantités furent jetées dans le Nil. Il a jeté tout l'alcool dans le Nil. Les chrétiens ne pouvaient plus se rassembler pour la fête de la croix. Et les femmes ne pouvaient plus sortir après la prière du soir, le Maghrib. Ensuite, Al-Hakim, il a permis en 1013 aux chrétiens et aux juifs d'immigrer en territoire grec. En gros, il leur a dit si vous voulez partir, dégagez. Mais en 1014, 2 massacres eurent lieu à Fustat. Le calife ordonna le remplacement des fonctionnaires chrétiens par des musulmans. Ces mesures furent rendues encore plus sévères à la suite de suppliques chrétiennes, et un grand nombre de chrétiens furent contraints de se convertir à l'islam. Donc, le calife. Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Ça buguait. Non, ça buguait. Il a fait quoi en 1013? C'est en Égypte? Ouais, c'est en Égypte, ouais. Parce que, tu vois, c'est bien avant Saladin, avant les croisades et Saladin, cette histoire. Tu vois. Exactement. Et en fait, quand Saladin, avant qu'il soit un héros, tout ça, il était envoyé en Égypte, tu vois, pour être gouverneur d'Égypte.
C'est ça. J'ai entendu qu'il était très étonné de constater que l'Égypte était en quasi-totalité chrétienne. Il y a une petite élite, Alexandrie, tout ça, dans les grandes villes musulmanes, mais parmi l'élite, mais tout le reste du pays était chrétien, en fait. Il était très étonné de savoir, il doit se rendre compte que c'était un pays chrétien. À l'époque de Saladin, l'Égypte était encore un pays chrétien. Donc là, tout ce que tu lis, là, ça se passe dans un pays chrétien. Ça pourrait être, tu peux comparer ça à la France, à l'Espagne, ce que tu veux. Un pays chrétien. Ah oui, mais de toute façon, lui, ça l'arrangeait d'avoir des immis. Qu'est-ce que tu crois? Bah oui. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé, lui? Il faisait quoi? En 1013 et 1014, marque un tournant dans la pratique du pouvoir d'Al-Hakim. Il commença par interdire en 1012 que lorsqu'on se prosterne devant lui, qu'on l'appelle notre Seigneur, qu'on fasse battre du tambour et sonner de la trompette autour du palais. Il fit montre d'abstinence sur tous les rapports dans sa nourriture, dans les jouissances corporelles. Il laissa croître ses cheveux, se vêtit de vêtements grossiers en laine noire et ne monta que sur un âne et distribua des aumônes. Mais un peu taré. En 1013, après la proclamation de son cousin Abdelrahim ibn Ilyas comme héritier présomptif, il laissa cet héritier les soins de l'État. Puis à la fin de son règne, cette humilité, cet ascétisme ne font que s'accentuer. Voilà. Le problème, c'est que malgré tout, il a continué aussi à être un taré. Pourquoi? Ce n'est pas pour autant que le calife, c'est ça les violences, voilà. Yahya ibn Saïd raconte une scène de l'année 1016 où en pleine rue, il fait exercer des violences sur un vieux débauché. Voilà, c'est l'histoire que je vous ai racontée. Par un de ses écuyers noirs et assista en riant à ce spectacle. Un de ses actes les plus cruels fut la décision qu'il prit à la fin de mars 1020 de faire incendier El Foustat, car des messages injurieux avaient circulé contre lui, qu'il a incendié toute une ville. Il a ordonné à des troupes noires de piller et d'incendier El Foustat, des esclaves, de El Foustat. Des troubles durèrent toute une semaine et laissèrent une grande partie d'El Foustat en ruine. Ah, voilà. Après, à la fin, donc il est mort. Sa mort est demeurée mystérieuse. Vraiment, on ne sait même pas comment il a été tué. T'en as qui disent qu'il a été poignardé. T'en as qui disent qu'il a été assassiné par un inconnu. T'en as qui disent qu'il a disparu d'un seul coup. On ne sait pas comment il est mort. Mais pour moi, il est sûrement mort poignardé. Voilà, voilà, voilà. Donc, et ça, c'est juste un extrait. Il y a plein d'autres anecdotes par rapport à ce calife. Par rapport à la notion d'animaux, il détestait les chiens, donc il allait buter des chiens, il a buté beaucoup de chrétiens. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment au summum de la folie humaine. C'est pour ça que moi, d'où le fait que Gamal Abdel Nasser le cite comme étant une référence de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je continue. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. En fait, il est en train, lui, comme ça, il dit chacun dans sa maison. Il était très laïque dans sa mentalité. Il disait à chacun dans sa maison, il est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Voilà. Si tu veux pas prôner le hijab chez toi, voilà, fais-le, vas-y, je ne t'empêche pas. Il a dit non. Le chef des frères musulmans a dit non. Tu es le leader de la nation égyptienne et je veux que ça soit toi qui le dis. Tu es donc responsable de nous, donc c'est à toi de le proclamer. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب. Et là, la bête, il a dit, chef des frères musulmans, tu as ta fille qui est dans l'université de médecine. مش لابسة طرحة. Elle ne porte pas de hijab. ما لبستهاش طرحة ليه؟ Toi, tu n'avais pas fait porter de hijab. إذا كنت أنت مش قادر تلبس. Tu n'arrives même pas à faire porter le hijab. إذا كنت أنت مش قادر تلبس.
une seule femme, qui en plus est ta fille. بس بنت واحده اللي هي بنتك طرحه عايزنا ننزل Comment tu veux que moi, je fasse porter la tarha, donc le hijab, à 10 millions de femmes? البس 10 مليون طرح في البلد نفس Il rigole parce qu'il sait que c'est drôle. C'est stupide. C'est stupide. Non, mais l'autre, sa fille, elle n'est pas voilée. Non, mais c'est sûr que au niveau crédibilité, là, elle est cuit. Alors ça, c'est en Irak dans les années 70, à Mossoul. Voilà. C'est que par... Bah, la France, dans les années 70, il n'y a pas de différence. Voilà. Exactement. Ça, c'était le dernier calife de l'islam, Abdul-Masih II. Voilà. Donc, quand il est venu en France, à Nice. Là, apparemment, c'est à Nice. Donc, dans les années 30. Voilà. Bah, il s'éclatait bien dans les années 30, le mec. Regarde, il a même eu, elle cache ses yeux, mais elle est carrément entre ses jambes, hein, lui. Hein. Elle est bien, là. Elle est bien. Exactement. Alors, une couverture d'un magazine mensuel, The Herald, en 62 au Pakistan. T'as qui aurait au Pakistan, il y avait ça dans les années 70. Wow. L'Arabie Saoudite dans les années 70. L'Arabie Saoudite. Non, l'Arabie Saoudite. Et oui, Pakistan dans les années 70. Ça, c'est le psychocache, j'imagine. Ah là là. Alors, une actrice turque dans les années 70. C'est Brigitte Bardot. C'est pas Attends, c'est Brigitte Bardot. Non, c'est une actrice turque. Oh, bah, dis donc. La Somalie dans les années 60. L'Irak dans les années 50. Le Yémen avec les femmes militaires dans les années 80. Le Yémen aussi. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Mixité, homme-femme, tranquille. Il n'y a pas un seul voile, rien. Voilà. Voilà. Tenue traditionnelle, ça peut être pendant une fête au Yémen. Alors, Yémen, dans les années 70 vers la fin, Aden was home, okay, to the first album. Ok. Donc, Aden, donc une ville de Yémen, c'était l'endroit où le premier mouvement arabe pour les femmes féministes a eu lieu. Voilà. Et là, c'était une protestation contre la violence domestique. Elle proteste avec des calages quand même. Mais oui, mais... Ah non, mais ça rigole pas quand ça proteste, oh, punaise. Voilà, les féministes, voilà, en Afghanistan, à Kaboul. Ensuite, à Damas, Syrie. C'est magnifique. Les Pakistanaises qui brûlent les hijabs, alors. On brûle les hijabs. Voilà. Un bus en Syrie à Alep. Les années 60. Les années 60. L'Iran dans les années 50. Avec des guns pointés sur ta gueule. À Somalie dans les années 70. Somalie également dans les années 70. Iran, les 60. L'Iran, comment ça change. Concert Unkeltoum. Donc au Koweït. Mais ça, c'est au Koweït. Voilà, donc ça ne va pas pouvoir, mais ça a terriblement changé. Actuellement. Ça aussi, c'était au Koweït, dans une classe de musique. Voilà. Il y avait de l'accordéon, il y avait du tambour, du piano. C'est en Iran.
Ah, donc les Saoudiennes, il y en a que 2 qui étaient voilées. Voilà, dans une école pour filles à Jeddah dans les années 60 en Arabie Saoudite. Et ça, c'est une pierre irakienne en 1919. Voilà. Bientôt, ils vont te montrer les tasses à saké avec un peu érotique et tout là. Exactement. Et regarde ce qu'a fait. Voilà, Nike shows Myriam Mirzani, first woman to ever win. Donc ça, c'est Nike qui montre Myriam Mirazani, qui est la première femme à avoir remporté une médaille fixe dans le domaine des mathématiques. Médaille fixe, c'est comme un en hijab. Voilà. Alors elle, de base, elle ne porte pas de hijab. Voilà, là, c'est la photo. Vous connaissez de Myriam Mirazani. C'est une Iranienne. Elle ne porte pas de hijab. Et là, ils lui ont fait porter le hijab. Ah oui, bah oui, forcément. Ouais. Là, on a une espèce d'Ikounas qui a un prix Nobel. Oui, on met la photo. Il y a un problème. Ah ouais? Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, en tout cas, je vais finir le live en disant merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez nous soutenir pour payer mon nouveau micro, parce qu'apparemment, ça fait dégueulasse aujourd'hui aussi, n'hésitez pas à nous soutenir soit sur Patreon, soit sur Tipeee. Donc, j'espère que vous appréciez nos lives. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur FreeFM, la chaîne de Weber. Plein de vidéos vont arriver à la rentrée. Plein d'invités super. Demain, c'est l'Apostasy Day. Donc, allez sur la chaîne de Muse, ex-Muse. Elle va faire une grande soirée, je veux dire. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Enfin, l'Apostasy Day, officiellement, c'est le 22, mais ce sera fêté demain pour des raisons pratiques, puisqu'on est week-end en France. Voilà. Donc, l'année dernière, c'était fêté le 26 par là aussi. Oui, voilà. Voilà, exactement. Donc, oui, je vais finir le live avec, tu sais, la petite, le petit générique des Berbères, Ré et Régus. En tout cas, je vous souhaite une très bonne début de fin de soirée. Ciao. Ciao. Ruée des Régus, de femmes en résistance, face aux ombres, ils brandissent leur science, Sharingan dans leurs yeux, ils voient au-delà, Genjutsu comme arme, pour briser les faux pas. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans place. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Face aux armées musulmanes, les berbères se dressent contre les savants orthodoxes. Ils manifestent les traditions prophétiques. Ils remettent en question les tafsirs du Coran, source de réflexion. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans place. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans tasse. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Fennec imperçant, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologies absurdes, ils les désencombrent. Fennec algérien, lion de la classe, berbères en lutte, leur courage sans passe. Méthode RR, stratégie affûtée, contre l'obscurantisme, ils restent éveillés. Rugal perçant, ils discernent la vérité. Dans les livres de jurisprudence, ils ont fouillé. Chroniques historiques aux anecdotes sombres, théologie absurde, ils les
Leur combat résonne, leur lumière va